Merci, chers compatriotes. Je suis très honoré de venir ici à Brin participer à cette journée internationale de la paix. Chaque fois que j'ai pensé au concept journée internationale de la paix, il m'est arrivé de dire dans ma tête journée internationale de la femme. C'est comme si pour moi, paix et femme étaient synonymes, c'est-à-dire étaient des synonymes. Et je suis fier de le penser et je dirai pourquoi. Je remercie les artistes qui m'ont accueilli depuis mon arrivée et qui nous ont gratifiés d'un très beau spectacle avant le début de ma présentation. Je voulais faire une leçon inaugurale, mais une leçon inaugurale en 15 minutes, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc ce que je vais faire, je vais résumer un peu ma pensée et je vais demander à ma sœur, Madame la Présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, de me promettre une autre invitation pour qu'on ait un entretien, une discussion approfondie sur les questions de paix, de sécurité, non seulement en Casamance, mais dans la sous-région et dans le continent africain. Je ne peux pas ne pas, parce que si je respecte le protocole, mes 15 minutes, je vais distribuer dans mon budget temps au moins 5 minutes. Donc, je vais demander l'indulgence de la table pour que j'aille directement à mon sujet. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas saluer mon jumeau, mon plus que frère, le président Abdoulaye Baldé. Quand on s'est connus dans le gouvernement de Wade, on est devenus amis quasiment le même jour. Je l'appelais le Joker du Sud, il m'appelait le Joker du Nord. Je suis du Fouta, il est de la Casamance et nous avons noué une amitié depuis lors. C'est un grand monsieur que je respecte énormément et qui a servi son pays avec honneur et dignité. Je ne peux pas aussi, bien entendu, saluer l'autorité qui représente l'État aujourd'hui, qui est le sous-préfet, l'adjoint du sous-préfet, je crois, de cet arrondissement. Voilà, Niassia, et pour qui vraiment j'ai beaucoup d'estime. Et je le remercie pour tous les mots aimables qu'il a eus à notre endroit, mon ami Baldé et moi. Ma sœur Seynabou, c'est une longue histoire. Si je raconte l'histoire, il nous faut au moins 1 heure pour que lui, elle et son mari, mon frère Noah, que je raconte l'histoire qui nous lie. C'est émouvant, c'est long et c'est passionnant, mais je vais avancer et elle comprendra. Ma sœur Ndeye Marie, c'est aussi une histoire très spéciale que j'aurai l'occasion de raconter une autre fois, mais je la remercie de m'avoir honoré avec cette invitation d'honneur en me répétant moi-même par exprès. Chers amis, je vais traiter très brièvement deux thèmes et si le temps me le permet, j'aimerais prouver pourquoi, sur la question de la paix, les hommes devraient accepter d'aller dans la salle et s'asseoir et laisser les femmes ici nous parler, nous éduquer, nous redresser et nous montrer la voie. Pour plusieurs raisons, et j'en parlerai si le temps me le permet. Alors, je fais 2 hypothèses parlant de la paix et de la sécurité en Afrique. Première hypothèse, le combat pour la paix et le développement de la Casamance est une conditionnalité de la renaissance nationale du Sénégal. Le combat pour la paix et le développement de la Casamance est une conditionnalité de la renaissance nationale de notre pays, du Sénégal. Deuxième hypothèse, le combat pour la paix et la sécurité en Afrique est une conditionnalité de la renaissance de notre continent, ce que Cheikh Anta Diop appelait la renaissance africaine. Ça aussi, si le temps me le permet, je vais essayer de le développer très rapidement. Dans cette salle, j'ai salué des personnalités qui sont des identités remarquables de la Casamance, des identités emblématiques. Je ne vais pas y revenir pour gagner du temps. Mes chers compatriotes, chères sœurs de la plateforme, chers amis des organisations internationales, vous tous qui soutenez la plateforme, nous vous disons merci. Vous le faites pour une très bonne cause, la cause de la paix. Comme disait l'autre,
la paix n'a pas de coût, mais la paix a un prix. Il y a un prix à payer pour réussir la paix dans notre pays et partout dans le continent africain. Je salue donc les femmes de la plateforme et je m'en vais parler de la nation sénégalaise et la question casamançaise. 1982-2021. L'année prochaine, nous allons marquer le quarantenaire de la crise ou du conflit en Casamance. Conflit bien entendu qui vit une grande accalmie que nous saluons, mais quelqu'un l'a dit ici, mon frère Gassama, accalmie c'est bien, paix définitive c'est mieux. Et nous prions pour cela. Dieu fasse alors que toutes nos actions, toutes nos initiatives nous permettent l'année prochaine de célébrer le retour définitif de la paix en Casamance. Et rappelons-nous qu'on avait estimé, je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est des chiffres macabres sur lesquels je n'insiste pas. On avait estimé en 2010 que le conflit en Casamance aurait fait entre 3 000 et 5 000 morts et des dizaines de milliers de déplacés et des milliers de blessés. Je crois avoir raison de penser et de défendre que le combat pour la paix et le développement de la Casamance est une conditionnalité de la renaissance de notre pays. Et pourquoi? Nous pensons fondamentalement, comme je le disais, à beaucoup d'hommes politiques du Sénégal, à beaucoup de membres des différents gouvernements du Sénégal, qu'on ne peut pas, à partir de Dakar, prétendre que le Sénégal est une terre de paix, que la paix règne partout au Sénégal, alors qu'on avait dans le sud de notre pays, à l'époque, une guerre. Je disais que ça n'avait aucun sens, il faut être cohérent. Il faut dire que nous aspirons à être une terre de paix, un pays effectivement de paix par notre culture et autres, mais que la situation du Sénégal, il fallait le reconnaître, nous avions un conflit dans le sud du pays. Donc, on ne peut pas bâtir un Sénégal, le Sénégal que nous voulons, le Sénégal que nous aimons, le Sénégal qui émerge, qui règle ses problèmes économiques, ses problèmes d'éducation, ses problèmes d'infrastructure, ses problèmes de santé, ses problèmes d'agriculture. On ne peut pas régler ces problèmes du Sénégal sans une région aussi importante, aussi vitale pour le Sénégal que la Casamance. Donc de ce point de vue, c'était une incohérence dans notre paradigme quand nous parlions de développement de paix en Casamance ou de paix au Sénégal. Donc il faut corriger cela. Tant qu'il n'y aura pas de paix définitive en Casamance, il sera vain de prétendre que nous sommes une terre de paix et une paix de solidarité nationale et une terre d'inclusion de tous les peuples qui composent la grande nation sénégalaise. Donc cette question-là, il n'y a aucun compromis possible là-dessus. Il nous faut la paix en Casamance pour commencer véritablement à bâtir la grande nation du Sénégal. Et j'insiste sur ce point. Et j'avertis qu'on ne peut pas vivre avec une crise et dire que parce que les choses sont relativement calmes, on peut avancer vers le développement du Sénégal. Ce n'est pas vrai. On peut vivre avec le virus. On peut vivre avec un virus, comme le virus qui nous fatigue, qui nous attaque tous, le Covid-19. On peut vivre avec ce virus, mais on ne peut pas vivre avec la guerre. On ne peut pas vivre avec la guerre. On ne doit pas accepter de vivre avec la guerre. L'autre problème, c'est l'exacerbation des crises dans la sous-région. Vous savez qu'il y a des problèmes en Guinée-Conakry. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez qu'il y a des problèmes dans un grand pays ami et frère comme la Guinée qui s'appelle le Mali. Vous savez qu'il y a des problèmes au Burkina Faso, des problèmes au Niger. Vous savez que ce que j'appelle le mouvement djihadiste international a décidé que les grandes puissances de ce monde, la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Inde, le Brésil, que tous ces pays ne vont pas venir se partager le continent africain sans que eux, les djihadistes, ils ne viennent prendre leur part d'Afrique. Ces djihadistes ne sont pas chez nous pour des questions de religion, tout le monde le sait. Ils sont chez nous fondamentalement pour défendre leurs intérêts et effectivement essayer d'occuper nos pays, contrôler nos terres,
contrôler nos forêts, contrôler notre eau. C'est pour ça que j'ai vu récemment dans les réseaux sociaux un discours extraordinaire d'un occidental, je ne le connais pas, qui disait que la guerre perdure parce que la guerre est rentable. La guerre perdure parce que la guerre est rentable. Le jour où la guerre cessera d'être rentable, elle va cesser un peu partout. Malheureusement, ce jour n'est pas pour demain. La guerre continue parce que la guerre est rentable. On sait que dans les zones de guerre naissent des économies qu'on appelle des économies criminelles, des économies parallèles. Et il y a des gens qui en font un fonds de commerce et ils ne sont pas prêts à lâcher leurs intérêts. Et ils continuent d'alimenter les crises, les raisons de la crise et de faire que la guerre continue un peu partout. Moi, j'ai un rapport personnel avec la Casamance. Quand les femmes de la plateforme pour la paix en Casamance m'ont reçu en 2012, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, je leur ai expliqué pourquoi je suis sentimentalement, affectivement très lié à la Casamance. Une des premières victimes de ce conflit s'appelle Amath Tidiane Gadio, lieutenant Amath Tidiane Gadio. Son père et mon père, c'est ñaari baay comme on dit, ñoo bokk ndey ak baay. Son père est un saint. Même lui, gendarme, les gens pensaient qu'il était un waliou. C'était l'un des rares gendarmes que j'ai vu dans ma vie. Chaque fois que vous arrêtez une conversation, 5 minutes, il ouvre son Coran. C'était un érudit en lui-même. Les Sénégalais ne le savent pas, mais son grand-père est connu de tous les Sénégalais qui ont lu l'aventure ambiguë de Cheikh Ahmedou Kane. Le Thierno dont il parle, le Thierno de l'aventure ambiguë s'appelle Thierno Makhtar Gadio. Thierno Makhtar Gadio est le père de Mamadou Hafiz Gadio. Les deux sont considérés comme des walious dans leur village de Saldé, qui est le village de ma mère, bien que leur père soit de Gadiobé, mon village, et qu'il ait vécu dans le village de ses parents aussi, Saldé. Amath Tidiane Gadio est mort de façon atroce, découpé à la machette. Il a été enterré par mon père au cimetière de Yoff, alors que ses parents voulaient qu'il soit enterré dans le cimetière de Saldé, aux côtés de 7 de ses grands ancêtres qui étaient des walious. 7. On n'a pas pu le faire parce que le corps n'était pas transférable. Son père, un érudit, un saint, était tellement touché qu'il avait dit que Dieu demande le pardon, mais ça lui prendra du temps pour pardonner. Et je vous raconte cette anecdote parce qu'en 2009, Amath Tidiane est mort en 1983, les événements de Djabir. Djabir on dit, c'est bien ça. Djabir, voilà. Donc, 2009, quand j'ai fait signer un accord de paix en Mauritanie entre le gouvernement du président Aziz et l'opposition, le vieux Mohamedou Hafiz, le père de Amath Tidiane, mort en Casamance, a suivi tout à la radio et il m'a convoqué. J'étais ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Sénégal en 2009, en juin. Je suis allé le voir. À ma grande surprise, il me dit, mais mon fils, ce que tu as réussi en Mauritanie, qui est le nord pour nous, pourquoi tu ne vas pas aller le faire en Casamance? J'ai dit, mais mon père, moi j'avais compris que tu n'avais pas encore pardonné. Il me dit, mais tu sais, c'est une façon de parler, moi je suis musulman, j'ai pardonné le lendemain. J'ai pardonné le lendemain. Et il dit, je te demande de le faire. Et je prierai pour toi et tu vas réussir. J'ai dit, mais le seul problème, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui va dans une partie du Sénégal pour négocier, ça crée quand même des problèmes. Il me dit, ce n'est pas important, c'est du formalisme, il faut y aller. Et je vous jure, j'aurai le temps de l'écrire et de donner des détails. Aujourd'hui, je frôle le sujet. Je rentre à Dakar, 48 heures après, j'ai reçu un message venant de la Casamance, de nos frères et sœurs qui étaient en rupture de banc, me demandant exactement les mêmes propos du vieux saint du Fouta. Ce que vous êtes allé faire dans le nord, venez le faire dans le sud pour votre pays. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le reste, l'histoire sera racontée un jour,
parce que j'ai travaillé avec Monseigneur Adrien Sarr, cardinal, j'ai travaillé avec Thierno Madani Tall de la famille omarienne, et nous sommes même venus en Casamance. C'était donc une partie du travail discret, confidentiel, qu'on a essayé de faire pour ramener la paix en Casamance. On était à quelques centimètres de la réussite et il s'est passé quelque chose dont on reparlera, Inch'Allah, un autre jour. Mais ça m'a fait cheviller sur le dossier de la Casamance et lié à la Casamance, et je n'ai jamais accepté de changer d'avis sur la question. L'autre engagement pour la Casamance est lié à mon engagement panafricaniste. Chers compatriotes, chères sœurs, chers amis, je suis viscéralement opposé à la balkanisation de l'Afrique. Les Occidentaux, les anciens maîtres coloniaux ont réussi, du point de vue de la balkanisation, leur plus grand exploit a été fait dans la zone de l'Empire du Gabou, dans la zone qu'on appelle aujourd'hui Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Est-ce que vous avez vu le même peuple saucissonné en peuple sénégalais, francophone, peuple gambien, anglophone, peuple bissau-guinéen, lusophone? Ils ont réussi cela. Et ça aurait été une tragédie si on acceptait de créer encore un quatrième État dans ce système, ce conglomérat de petits États balkanisés sur des territoires très limités. On aurait tous étouffé et on se serait tous empêchés les uns et les autres de nous développer. Donc de ce point de vue, je pense que nous avons bien fait de continuer à mener la bataille pour rester ensemble, Sénégalais du nord, du centre et du sud. Et je dis parfois à mes amis que les gens en ont voulu au Sénégal pour des raisons que je ne comprends toujours pas, au point qu'ils ont voulu faire de nous le seul pays au monde qui a un nord, un centre et qui n'a pas de sud. C'est nous le Sénégal, ce qu'ils ont voulu. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, dans le processus de réconciliation, le retour de la Casamance, total et entier, dans l'entité nationale, avec tous les droits, ça permettrait au Sénégal d'avoir un nord et d'avoir un sud, d'avoir un centre, d'avoir un est et d'avoir un ouest. Et ça fera de nous une nation. Donc de ce point de vue, le panafricanisme m'empêche, moi, de défendre la balkanisation du continent. Est-ce que vous savez qu'ils ont tellement réussi leur balkanisation qu'ils sont passés à la vitesse supérieure, ce que j'appelle l'hyperbalkanisation de l'Afrique, le projet d'hyperbalkanisation. Et vous avez vu ce qu'ils ont réussi. Le plus grand territoire africain dont moi j'étais fier, le Soudan, 2 400 000 km², plus de 12 fois le Sénégal. Ils ont décidé qu'il fallait enlever le Sud-Soudan pour ramener la paix dans ce pays. Et dès qu'ils ont saucissonné, utilisé leur bistouri, comme ils savent le faire, pour découper le Sud-Soudan et le sortir du Soudan, la guerre civile a commencé à l'intérieur du Sud-Soudan. 380 000 morts au Sud-Soudan, 4 millions de déplacés, un des pays aujourd'hui les plus pauvres du monde, parce qu'avant la scission, la séparation, le Sud-Soudan avait 50% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, ils ont 80% de taux de pauvreté. Alors, quelle est la réussite de ceux qui nous avaient dit qu'il faut séparer le Sud-Soudan pour régler les problèmes du Sud-Soudan? Ils ne nous ont pas dit la vérité. Ils nous ont encore une fois trompés et les Africains les ont suivis. Au Mali, ils essayent d'enlever ce qu'ils appellent l'Azawad. S'ils peuvent casser aussi le centre du Mali et le reste, ils le feront. Du Mali, il ferait 3 pays, 3 États. Inacceptable. Certains disent que le Nigeria n'est pas viable. Il faut le scinder en plusieurs États pour qu'il soit viable. Si on les suit, c'est une dizaine d'États qu'ils vont créer. D'autres nous disent que la RDC, qui est aujourd'hui le 2e plus grand pays d'Afrique, qu'il faut le saucissonner en plusieurs États parce que ça ne marche pas. Si on les suit, même la Centrafrique, ils vont casser ce pays en Centrafrique, soi-disant du nord musulman et du sud chrétien et animiste. Ce qui est totalement faux. Ce n'est pas la réalité de la Centrafrique. Si on les suit, le pays de Kwame Nkrumah, le plus grand héros panafricaniste de l'histoire de l'Afrique, Kwame Nkrumah, dans son pays, il y a un groupe qui s'est levé il n'y a même pas 3 mois et ils nous disent qu'il s'appelle le Togo occidental
et qu'ils veulent sortir du Ghana et créer leur État. La provocation continue partout et Nkrumah a parlé en 1963 à 32 pays. Aujourd'hui, nous sommes 54 pays. Et si ça continue, dans les 30 millions de kilomètres carrés que nous avons en Afrique, ils vont nous créer 80 États ou plus. Ça veut dire que vous ne pouvez plus bouger dans ce continent. Vous étouffez de partout. Pourquoi le Mali a des problèmes? Pays enclavés, ils ont 7 pays frontaliers. 7 pays, comme je dis, qui les empêchent d'accéder au littoral, d'accéder à la côte et de pouvoir vivre comme une nation normale. Chers compatriotes, le plus grand danger qui guette l'Afrique aujourd'hui, c'est la poursuite de la balkanisation. De ce point de vue, les revendications régionales doivent être intégrées dans des revendications nationales globales. Menons le combat tous ensemble pour changer nos sociétés, changer nos pays. Alors, je vais interrompre parce qu'il y avait tellement de choses à dire, mais il me faut féliciter les femmes africaines. Il y a eu un débat aux Nations Unies, une résolution qui a été adoptée en 2019. Quand les femmes ont pris la parole, elles ont donné des leçons à tout le monde. Elles ont montré que les hommes n'étaient pas les mieux outillés pour gérer les questions de paix et de conflit. Et je vais vous donner quelques citations très brèves et je vais arrêter parce qu'elles disent tout de pourquoi le leadership féminin est la dernière chance de l'Afrique. Le leadership féminin est la dernière chance de l'Afrique pour réussir la paix, la stabilité et le développement du continent. Les hommes ont dirigé l'Afrique pendant 5000 ans. Le résultat est là. Il n'est pas bon. Il y a de bons côtés, quoi. Il y a quelques bons côtés. Mais sur le fond, le résultat n'est pas bon. C'est le temps d'essayer le leadership féminin. Alors, ces femmes, dont une que j'admire particulièrement, c'est une sœur de la Tanzanie. Voilà ce qu'elle dit à peu près. En conclusion de ses recommandations, elle dit: nous préconisons donc l'approche régionale pour résoudre les conflits en Afrique. Les mécanismes régionaux, notamment juridiques, existent déjà, comme la résolution 1325 sur le rôle des femmes, qui n'est pas encore mise en œuvre faute de ressources. Elle a par exemple estimé que le coût annuel de plus d'1 milliard de dollars consacré à la MONUSCO en République démocratique du Congo permettrait de mettre en œuvre beaucoup de plans régionaux pour la paix et la sécurité. Elle dit: le Conseil de sécurité doit donc renforcer. Le Conseil de sécurité doit donc renforcer les capacités des organisations de femmes impliquées dans la prévention et la médiation. Les différentes initiatives régionales et internationales resteront sans effet si elles ne tiennent pas compte des initiatives locales et de leur appropriation locale, a-t-elle encore souligné. Elle dit: rien ne doit se faire pour nous sans nous. Rien ne doit se faire pour nous sans nous. Et elle affirme qu'elle cite en conclusion les mots de la chanteuse sud-africaine que je trouve extraordinaire, Yvonne Chaka Chaka, pour qui les femmes sont des hommes bien organisés. Les femmes sont des hommes bien organisés. Alors, il y a une dernière citation de cette sœur avant que je n'arrête. Elle dit, parlant des conflits, paix et sécurité en Afrique: si vous voulez que les choses soient faites, confiez-les aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, attendez, la citation, elle est extraordinaire. Si vous voulez que les choses soient faites, confiez-les aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, donnez-les aux hommes. Donc, chers amis, en conclusion, nous sommes le continent. J'ai dit dans beaucoup de déclarations que vous avez vues que l'Afrique est un don de Dieu. Une des preuves que l'Afrique est un don de Dieu, c'est que depuis 5 siècles, nous avons subi un pillage systématique
On nous a pris des millions de bras d'Africains qu'on a déportés pour l'esclavage. On nous a colonisés, on nous a néocolonisés, on a contrôlé nos vies, notre éducation, nos langues, nos cultures, nos systèmes de santé. On a pratiquement paralysé ce continent. Et malgré les pillages, chaque jour que Dieu fait, on découvre qu'on n'a pas entamé même pas 10 ou 20% des ressources de l'Afrique. Dieu, c'est comme si ils enlèvent le soir, ils enlèvent le jour. Le soir, Dieu creuse encore des puits, met du diamant, du cobalt, de l'or, du pétrole, du gaz. Parce que, comme disait un ami, nous sommes les filles et les fils aînés de Dieu. C'est nous que Dieu a d'abord créés, nous autres Africains, que personne ne nous fasse croire le contraire. L'histoire, la science, l'anthropologie, tout prouve que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dieu a tout commencé en Afrique. Dieu aime l'Afrique. Donc nous sommes invincibles, nous sommes indestructibles. Il nous reste quoi? Comme je dis aux jeunes, aux étudiants, il nous reste 3 problèmes à résoudre pour ramener la paix en Afrique, pour ramener la stabilité, pour réussir le développement. Réussir les États-Unis d'Afrique, qui est notre seule bouée de sauvetage. Pour réussir cela, il nous faut régler 3 priorités. 1, leadership. 2, leadership. 3, leadership. Je vous remercie.